Salut à tous, vous êtes bien sur Envergure, nouvel épisode de 5 Stars, un petit peu particulier, parce que je vais tenir à dire, avant toute chose, que nous n'avons aucun conflit d'intérêt, car nous allons parler de Adama Alphabal, qui évolue au Santa Clara Broncos. Et comme Stampédé. et comme du coup, vous le savez, Alan a rejoint en tant qu'assistant les Broncos, on tenait à vous dire que nos propos allaient engager vraiment que nous et seulement nous. On n'a rien demandé à Alan et de toute façon, Alan ne nous dira rien du tout. Donc voilà, nos propos n'engagent absolument que nous, c'est-à-dire nous trois, Pierre, Hugues, que vous avez entendu prononcer Stampédé. avec vigueur le cri de ralliement de Santa Clara, et Julien qui est aussi avec nous et qui a une pression de dingue. Salut Julien. Salut Pierre, salut Hugues et salut Alan qui va nous écouter. C'est ça. D'ailleurs, Alan, mon PayPal, tu te rappelles, donc Hugues.dehal. Allez, blague à part, on va enchaîner. Tout de suite, on va partir avec toi, Julien, qui est Adama Alphabal. Alors Adama, c'est un grand arrière d'environ 2 mètres. Moi j'ai trouvé entre 1m98 et 2 mètres, un peu plus de 2 mètres. 86 kilos aussi, je crois, 2m10 d'envergure. Il a été mesuré à Arizona parce qu'il est passé par la fac d'Arizona avant d'aller à Santa Clara. Il vient du Mans, né au Mans en 2003, donc c'est un joueur qui est junior à Santa Clara, mais qui sera drafté il aura 20 ans en fait. Je pense qu'il va être drafté, j'ai lâché le truc, mais ça ne m'étonnerait pas. Donc il évolue dans les différents clubs du Mans entre 2007 et 2018, où il va rejoindre le centre fédéral. Il commence, je voulais citer quand même le club de la Jalt, le Mans, parce qu'on ne pense pas forcément à celui-là quand on pense au club du Mans. Plus la MSB, effectivement. Ouais, c'est ça. Et donc il a commencé là, il côtoie Ryan Rupert d'ailleurs avant de rejoindre le centre fédéral. Et puis, c'est un joueur qui est suivi depuis très longtemps en France. Il fait le championnat d'Europe U16, le U20. Et 2 fois le U20, je crois. Et il est médaille d'argent en 2019. Et il remporte la médaille d'or avec donc l'équipe de France U20 cet été. C'était un moment très sympa. Voilà, il choisit d'aller à Arizona après être parti du centre fédéral. Il va passer 2 ans pratiquement sans jouer. En prison. J'avais compté, ouais, c'était terrible. C'était terrible. Moi, je comptais le voir. Je l'ai pas vu. Son année avant Santa Clara, je crois qu'il fait 4 matchs à plus de 10 minutes. Je crois que c'est ça. Voilà. Donc, très dur. Ça veut dire que c'est un joueur qui a pas pu se développer pendant 2 ans dans le jeu, quoi. Donc, un peu raide à cet âge-là. Et donc, cette année, il arrive à Santa Clara sous le coaching, mais je te laisserai en parler, Hugues, parce que c'est toi qui va enchaîner ce coaching. Régale-toi, c'est ta conférence. Tu peux envoyer de l'amour et tu peux envoyer des fleurs. Non, en fait, je voulais juste dire ça. Il y a un excellent podcast, j'en profite. On va parler beaucoup d'Alan, je suis désolé. Juste au début, je pense. Il y a un excellent podcast avec Titouan et le Trèfle, pas vrai Pierre, où il interviewe Alan et Alan explique qui est le coach de Santa Clara. C'est hyper intéressant. Donc n'hésitez pas à écouter le podcast du Trèfle. Donc voilà, il rejoint Santa Clara et depuis un autre joueur, grosse responsabilité, gros temps de jeu, scoring, balle en main. Et on peut découvrir vraiment qui il est au niveau universitaire et c'est très plaisant. Voilà. Pour la bio rapide. Exactement. Hugues, du coup, tu vas nous parler de Santa Clara, du contexte dans lequel Adama évolue, sachant que maintenant, Santa Clara, ça commence à être un peu un programme connu et reconnu. Ça fait 2 ans de suite qu'ils ont un premier tour de draft, si je dis pas de ouais, Jalen Williams au center, qui est maintenant un joueur, pour moi, qui a un potentiel All-Star et qui Brandin Podziemski, que j'ai dit sans bégayer, l'an dernier, qui part
aux Warriors et qui va faire une All Rookie Team, qui était un joueur aussi qui était allé dans une high major dans la Big Ten à Mm. Illinois et qui jouait pas et qui rejoint une équipe de mid major, même si la WCC est une fausse mid major. C'est la conférence entre autres de Gonzaga et que c'est une conférence qui envoie beaucoup de joueurs en NBA et il se développe. Donc Adam Abal fait le même choix et d'ailleurs il est dans une équipe des Broncos où il devient la première option offensive en termes de scoring. Alors pas loin devant Johnny O'Neal qui est plus expérimenté, mais c'est un joueur qui a de plus en plus de répétitions balle en main, avec plusieurs porteurs de balles, des mecs expérimentés, un vrai bon spacing. On voit dans leurs 7 premières options offensives, même 8 premières options offensives, tous les mecs sont à plus de 40% sont à plus de 40% de leurs tirs pris à 3 points et ils sont quasiment tous au-dessus de la barre des 35% d'efficacité au shoot. Donc une équipe avec un vrai bon spacing et qui, on l'espère, va se qualifier pour la March Madness cette année. On le souhaite aux Broncos et Stampede, évidemment. Évidemment, les hommes de Herb Sendek, vu qu'on ne l'a pas nommé, ceci est fait et réparé. Adam Abal, donc on l'a dit, on le connaît, il a fait les compétitions jeunes, il a eu un parcours un petit peu chaotique au début, tu l'as très bien dit, Julien, en étant à Arizona, où il a du mal finalement à se faire une place. Là, on a vraiment l'impression que c'est l'année de l'éclosion. Qu'est-ce qui peut taper dans l'œil d'un scout NBA? Pourquoi on se dit, en tout cas vu de France, on se dit les scouts, c'est obligé qu'ils le regardent, Julien. Alors moi, ce qui me marque quand je regarde Adama, je sais pas scouté NBA, et c'est la qualité des fondamentaux offensifs. C'est hyper surprenant là. Une fois qu'il a la balle en main, c'est un gars qui sait dribbler des deux mains, qui sait faire des passes, n'importe quel type de passe des deux mains, euh, qui a une vision du jeu qui est assez top. Et dans cette équipe justement où le principe de jeu, il n'y a pas beaucoup de systèmes en fait. Je dis pas qu'il y en a pas. Hein. Je dis qu'il n'y a pas beaucoup de systèmes. Ça repose pas sur une infinité de systèmes. Ça repose beaucoup sur la prise de décision. Et c'est quelque chose qui est revendiqué par le coach et ses assistants. Euh, En fait, on le voit prendre différentes sortes de décisions, shooter, passer, driver, et on voit il le fait avec une maîtrise technique qui est assez importante. Quoi. Donc moi, c'est en fait quand je regarde Adama, c'est la première chose que je me dis, c'est qu'il a une maîtrise des fondamentaux offensifs qui est assez élevée. Hugues, je vais te donner la parole. Avant ça, on va rappeler ses stats bruts un petit peu. Il a 15 points, 3 rebonds, 3 passes, 46% en général au tir, 36% à 3 points, 84% au lancer franc. Ce qui est intéressant dans ces tirs à 3 points, c'est que presque la moitié sont des tirs créés, parce qu'il n'y en a que 57% qui viennent d'une passe. Qu'est-ce qui pour toi est marquant dans le jeu de Adama, Hugues? Je suis assez d'accord avec Julien, homme à tout faire, homme à rien faire peut-être, mais un joueur qui a une vraie polyvalence, grand pour sa taille. J'aime aussi sa maîtrise, sa patience sur le pick and roll, vrai bon passeur, et c'est un joueur, je pense, qui va avoir une polyvalence au niveau supérieur avec un vrai développement dans le tir. Et puis du côté défensif, alors oui, tout n'est pas encore en place, mais la projection à année N+2, N+3, N+4 est vraiment hyper excitante. C'est un joueur qui a des mains très actives, des mains qui sont très agressives, qui va pouvoir de mieux en mieux encaisser le contact, qui a encore du mal à sortir pour le moment des écrans, mais qui a une bonne mobilité, une bonne latéralité. C'est pas un joueur très explosif sur la vitesse. Par contre, et c'est pas un joueur qui monte très haut. Par contre, c'est un joueur qui bouge bien, qui comprend bien le jeu. Donc, je vais aller sur ce côté polyvalence des deux côtés du terrain et je pense que défensivement, il va pouvoir défendre plusieurs profils et notamment le point of attack. Donc, sa facilité à intégrer dans n'importe quel dispositif défensif, puis offensif aussi, vont en faire un joueur assez valuable.
Moi, j'avais noté comme qualité, moi, ce que je trouve, c'est qu'il a un petit peu ce côté fameux scoreur 3 niveaux. Est-ce que vous confirmez un petit peu ça? On a vu notamment avec des petits flotteurs, des choses comme ça, ce jeu un petit peu entre deux, qui est assez intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, messieurs. En tout cas, c'est ce qu'il montre, quoi. C'est ce qu'il montre et depuis le début de l'année, il a quand même fait des gros cartons, hein. C'est un gars qui a, alors attends, j'ai noté, je crois qu'il a 12 matchs à plus de 15 points, il en a 7 au-dessus de 20 points. Donc il a montré qu'il pouvait scorer, et pas seulement contre des équipes de sa conférence, même si c'est une conférence qui est assez élevée. Donc c'est un gars qui, voilà, comme tu as dit, il est capable de prendre des shoots à 3 points, mais de différentes manières. Il est capable de faire du catch and shoot, ça c'est intéressant. Il est capable dans la projection, je veux dire, dans la projection où on pourra lui demander de simplement prendre des shoots de cette manière-là, mais il a montré aussi qu'il pouvait les prendre en pull-up. Il a montré qu'il pouvait prendre des pull-ups à 2 points. Il y a un vrai flotteur, comme tu as dit, il y a un vrai toucher, il y a une vraie finition au cercle qui est assez importante. Elle est de. Tu l'as vu que la finition au cercle à deux Ouais, points, alors moi elle est, je suis pas exalté, hein. Il est 59% de réussite au panier, ce qui est assez moyen faible. Après, c'est quasiment que de la création par lui-même. Et ce c'est qui ça. va par contre être relevé, c'est qu'il a un push to weight à 39%. Donc c'est-à-dire que c'est un joueur, lorsqu'il va au panier, oui, il est pas le plus vertical et oui, il peut se faire contrer et manquer de finition. Maintenant, il fait tomber des fautes et on voit que son développement va passer par de la prise de puissance. C'est un joueur qui va faire mal aux arrières qui vont le défendre parce que je pense qu'il va être défendu par des arrières au niveau supérieur. Et sa prise, sa dominance de taille, sa dominance d'envergure et sa prise de masse au niveau du morphotype qui laisse espérer ça, font que ça peut vraiment être un cauchemar pour les défenses à terme. On a parlé un petit peu là de donc ses qualités, ce qui faisait qu'on regardait Adama cette année pour la draft 2024, qui est une draft, on rappelle, assez spéciale avec beaucoup de role players. Et est-ce que on l'imagine vraiment dans ce côté-là justement? Parce que là, il a quand même beaucoup, on a l'impression quand même les clés en main du jeu de Santa Clara. C'est quand même quelqu'un qui a un taux d'usage assez important. Alors, je l'ai plus en tête, mais il est assez important. Et du coup, comment ça peut se transposer à l'étage supérieur dans un rôle qui sera forcément différent? Parce que, comme Hugues, tu l'as déjà dit sur d'autres pods, chacun a déjà son gros ball handler en NBA en tout cas. Chaque franchise a déjà son go-to guy, entre guillemets. Bah, je pense que pour Adama, à Santa Clara, ils avaient besoin de création. Maintenant, on a vu dans un autre contexte, en équipe de France, qu'ils pouvaient jouer plus loin du ballon. Le shoot, on a dit qu'il était en développement. Au niveau de la mécanique, c'est une mécanique qui est assez rapide, qui est régulière. Il n'y a pas de zone particulièrement de confort. C'est plus un joueur qui va tirer dans le catch and shoot et qui va pas forcément se réaxer, mais on peut l'imaginer, comment dire, jouer assez loin du ballon. Et puis, comment on le projette en termes de rôle, et ben, par sa taille au niveau du poste d'arrière, et on va le mettre à côté d'un force scoreur, balle en main, une star NBA, et Adama il va devoir faire le sale travail, et puis il va récupérer le rebond, lancer de la transition, donc ça va être un joueur qui va fluidifier le jeu. La limite pour lui, ça va être ses qualités athlétiques, notamment dans l'explosivité, dans la transi, accélérer et puis monter dans du cut pour finir fort au panier. Ça va être une galère pour lui parce que c'est pas le mec le plus vertical. Ouais, Julien, si on était un proche d'Adama Alpha, qu'est-ce qu'on lui dirait de développer en premier pour réussir à l'étage supérieur? Au niveau physique, je dirais que faut qu'il gagne en puissance et qu'il développe surtout le haut du corps parce que j'ai l'impression qu'il a des jambes déjà bien costauds. Et puis effectivement, c'est des finitions au panier. Alors, je sais pas comment ça se travaille et si ça se travaille plus que par le physique, mais c'est ça, quoi. Il va falloir qu'il sache attaquer les close-out, parce que voilà, on le voit bien, même
sortir, jouer avec une seconde unité et être le deuxième garde, et du coup, se retrouver dans des positions souvent de catch and shoot, et là, il va falloir qu'il puisse aussi être agressif vers le panier pour attaquer ce genre de trucs, quoi. Des Parce que, close-out. Ouais. parce que en fait, pour être un porteur de balle en NBA, on va attendre plusieurs choses. On va attendre créer son propre écart. Ça, c'est pas son point fort. C'est pas un joueur qui va mettre de grands step Mm. back. C'est pas un joueur qui va te prendre de vitesse. Maintenant, même s'il y a du toucher, il va falloir avoir de la variation de vitesse balle en main. Ça, il a. Ça, il Il sait part pas le faire, ouais. plus vite, mais il sait accélérer, il sait décélérer, il sait ralentir, il sait être patient. Et puis il va falloir passer correctement. Adam Abal, on voit un joueur qui est capable de passer en mouvement, qui est capable de passer des deux mains, qui fait assez peu d'erreurs, moi je trouve, dans la prise de décision, et qui est un des joueurs les plus efficients sur les situations de pick and roll pour amener du scoring. Donc il a toutes ces qualités-là. Il lui manque effectivement le premier pas, mais on va pas lui demander de mettre 45 pick and roll, et quand bien même il pourrait en faire quelques-uns, on voit qu'il y a assez de tirs en pull-up quand les défenses passent sous l'écran, même s'il crée pas d'écart, mais il peut tirer balle en main. Il est assez à l'aise pour éviter que les défenses passent dessous et lui disent: «De toute façon, tu es lent, donc tu ne prendras pas de vitesse et je vais t'attendre». Donc il y a assez de choses en magasin pour que le profil de développement soit assez positif, qu'on puisse y croire. Il y a pas mal de garanties. On n'en fera pas un meneur de jeu point of attack, 1re option, mais c'est pas du tout là où on l'attend. Par contre, être un vrai bon complément, être un vrai joueur qui fluidifie le jeu et qui est efficace des 2 côtés, et qui arrive dans un rôle au début effectivement de Souyendi de grande taille pour le poste arrière, et à terme un peu plus de prise de décision, au bout de 3-4 ans, oui, c'est plus crédible. Mais voilà, et pourquoi, vu la trajectoire de Jalen Williams et de Quads, là, pourquoi des équipes NBA se diraient pas: OK, en fait, c'est une fac qui met en avant des joueurs qui savent justement prendre ces décisions, qui vont pas être comment dire, des premières options offensives, des premiers initiateurs, mais qui vont savoir ce qu'il faut faire dans le jeu, tu vois, qui vont fluidifier une attaque, qui vont faire les passes en plus, et qui, parce qu'il l'a montré quand même, a une projection sur le shoot intéressant, tu vois. Donc ça fait un. Pourquoi une équipe NBA se dirait pas ça, tu vois, et va le tester là-dessus. Alors moi, j'insiste un peu, je suis désolé, ça fait 3 fois que j'en parle, je crois, Pierre et Hugues, mais tu vois, un petit peu à ce que fait Alec Burks à chaque fois qu'il passe à New York. En fait, moi, je le vois à New York, je le vois toujours utilisé Mmh. comme porteur de balle secondaire, tu vois, ce type, avec la capacité à pull-up, tu vois. Ah ouais, non, mais moi je te rejoins, on en avait discuté en off. Alors dans le jeu des comparaisons, il y a un garçon alors pour le coup, je vais faire «t'as fait Mais, ta maison, je fais ma maison». Il y a un garçon qui s'appelle Ayo Dosunmu, qui jouait Illinois, qui était un meneur de grande taille, long et tanké, qui a pas un premier pas explosif, qui avait un shoot en développement, et qui arrive sur des missions défensives, et qui aujourd'hui se régale. Donc la seule différence était que Ayo était plus vertical, mais j'y crois bien aussi. C'est pas un joueur pour moi qui a un énorme plafond. Je vois pas un créateur balle en main, parce qu'il manque pour moi de changement de direction, de changement d'écart, et de créativité, tout simplement. Par contre, en termes de plancher, je vais l'acheter. Faudra trouver un bon contexte de jeu comme beaucoup d'équipes, mais et pour moi le champ des possibles en termes de scénario positif est assez élevé. Est-ce que tu as la même confiance, Julien, dans justement le plancher te rassure autant que Hugues? Ouais, ouais, ouais. Moi, je pense que je suis un tout petit peu plus haut que lui, dans la confiance que j'ai, quoi. Parce que tout ce qu'on a dit, je vais pas répéter, quoi. Moi, tu vois, et je trouve, alors je suis d'accord sur la création qui est pas, comment dire, qui est pas plus plus, mais sur tout ce qui est changement de vitesse, changement de direction, je trouve que c'est là où il est fort. Il m'étonne beaucoup sur tout ça. Et toi, peut-être qu'en plus, là vous n'êtes pas d'accord avec Hugues, c'est que tu l'imagines un petit peu dans ce rôle
plus de connecteurs que Ouais. eux, j'ai l'impression. Mm. Le terme à la mode en NBA, c'est ça, c'est connecteur. Ouais. Je pense. Dans la prise de décision, je pense il a montré qu'il le faisait toute l'année. Donc, Est-ce ça qu'on a paraît- des infos un petit peu sur le type de joueur qu'il est? Quel homme il est? Comment il se comporte sur le terrain, etc. Alors moi j'ai pas autant fait mes devoirs de recherche. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un garçon qui a pas joué pendant 2 ans. Là, il arrive dans un programme où on lui dit: «Tu vas être, une des premières options et tu vas devoir être dans le clutch». Le mec qui, va au panier, il a fait un énorme buzzer beater cette année. D'ailleurs, je fais une parenthèse et je reviens à Alan. Un de mes péchés mignons, hein, cette année, c'est de zoomer sur le banc de touche à chaque fois que des mecs mettent des gros paniers, et notamment Adam Abal, puisque connexion française, et de voir Alan exploser tel un Ouistiti. Vraiment, il a des réactions. Je ferais que je fasse une compile de moments où Alan me fait des danses bizarres, où il tape la tête et il secoue le torse, etc. C'est incroyable. Mais bref, Adam Abal, voilà, ça montre un joueur qui est prêt, et qui est une éponge et qui a envie d'apprendre et de rattraper son retard, entre guillemets. C'est un des mecs les plus jeunes de sa cuvée de freshman quand il est arrivé en NCA. Et en fait, il va y avoir des sophomores qui seront plus vieux que lui. Donc, on a encore du temps et c'est assez positif. Et alors, moi, je me suis infligé des bouts de match de l'année dernière à Arizona, Ouais. où justement il a joué plus de 10 minutes, quoi. Et le gars, voilà, il joue très peu. Il faisait tout ce qu'on lui demandait de faire, je pense. Et quand il fallait prendre des shoots, il les prenait. Et je pense que c'est un type qui a un mindset d'acier, quoi. Tu vois, vraiment un Hmm. mental d'acier pour. Il a rien lâché, quoi. Comment on l'imagine en année 1, Adama? Et dans quel environnement surtout? Je pense, je suis pas souvent du genre à dire, lui, il va aller en G-League. Je pense qu'Adama Bal, il y a de forts scénarios pour que l'année 1, il joue très peu, heu, en NBA parce que pour moi, il est pas encore assez spécialiste dans le catch and shoot et physiquement, il est pas encore assez prêt. Peut-être que dans un bon contexte, il jouera, donc je me tromperai et je sais dans ma tête, mais je le vois bien faire une année avec de la G-League majoritairement, et s'il a un avenir NBA, pour moi, ça va être en année 2, 3 plus, et vraiment dans un rôle d'abord, de 3 and D qui facilitera le jeu, et peut-être, effectivement au plafond, qui pourra, porter un peu le ballon sur une seconde unité. Alors peut-être que moi je suis moins connaisseur que Hugues de la NBA, mais moi je m'entête, quoi. Je me dis, ce type sort de Santa Clara, il y a un club qui va dire on teste pour savoir s'il a la même capacité de connecteur que les deux autres là, et qui le teste en sortie de banc, tu vois. Moi je pense Euh, que c'est possible. euh, Ce qu'il lui faudrait, c'est, si, comment dire? Il joue, d'avoir pour moi un intérieur qui pose des Mmh, maxi écrans et qui lui libère des espaces. voilà. Mmh. Je veux pas un pivot qui fasse du pick and pop là, je veux pas un faux intérieur fuyant. Je veux un garde du corps qui lui dise: «Vas-y, je t'emmène au bout et puis tu me fais la bonne passe pour terminer fort et on va y aller ensemble». Ce serait un bon axe de développement. Question un peu rhétorique dans nos pods, mais à quel point on y croit à Adama, dans la grande ligue en tout cas? Parce qu'en plus de ça, on sait aussi très bien que généralement, les joueurs qui vont en G-League, c'est quand même assez dur après d'intégrer. Alors c'est quand même mieux que les drafts and stash, mais c'est quand même assez dur d'intégrer un roster et qu'il y en a assez peu finalement qui, enfin, Bah, de ma perception en tout cas. sur un rôle de meneur de jeu, oui. Les créateurs, qui vont en G-League, ils ont du mal à exploser. Si tu vas dans un rôle d'abord de défenseur qui met du tir et qu'ensuite tu développes le reste, ça peut le faire. Pour parler de la maison de Julien, Deuce McBride,
qui sortait de West Virginia, qui était un meneur de jeu quasi exclusif au niveau NCAA et qui avait un tir vraiment en développement. Il a pas beaucoup joué. Il a fait pas mal de G-League. Il a appris à shooter un petit peu loin du ballon avec un vrai truc de défenseur. Et cette année, quand il y a des blessures, quand il y a un manque, et Deuce McBride, il arrive et il se développe et il montre qu'il peut porter un peu le ballon à terme. Donc, je suis pas non plus trop négatif là-dessus, sur le fait de se développer en G-League pour ça. Et je regarde à peu près au global, il est sur le bord d'envergure, 26e. Donc, on a sur la fin de premier tour, on va être sur des rôles plutôt de spécialiste d'équipe compétitive. Et c'est pas déconnant pour lui. Donc, c'est des rôles où c'est des équipes où tu joues très peu en première année. Mais tu peux, si t'es un mec qui fait plaisir aux stars et qui protège tes stars et qui leur amène ce qu'elles veulent, donc faire ce qu'elles veulent pas faire, tu peux jouer. Ouais, c'est ça. Et puis je pense que c'est un gars qui va vite, avoir une mentalité de pro en fait, une mentalité pro assez rapide. Donc il va savoir s'adapter. Il a vécu 10 vies de basketteur déjà. Donc Est-ce qu'on a un dernier mot au sujet de Adama à dire ou est-ce qu'on a fait le tour? Il me semble qu'on a été relativement complet. mais va à la March Madness, s'il te plaît, quoi. Ça va être chaud, hein. Ça va être très très dur. Gonzaga, Sainte Maryse, ces enfoirés là. Je suis désolé, j'ai dit un gros mot. San Oh non, Francisco, ça va. Santa Clara. T'inquiète pas. Non, mais tu les as vus jouer, ce gars? Les gars, c'est C'est des bouchées. Hein. On est plus proche du boucher que du basket. Alors on le souhaite. Ouais. On le souhaite pour Adama, pour Alan, bien sûr. Mais ça va être dur. Ouais, et puis Stampédé, hein. Stampédé. Messieurs, ainsi va se finir ce podcast sur Adama. Évidemment, on a pensé très fort à Alan tout au long du pod. J'espère qu'il ne quittera pas le groupe Envergure à la suite de ce dernier. Évidemment, on l'embrasse. On vous embrasse aussi, c'est important. Prenez soin de vous comme d'habitude. Et puis, on se dit évidemment à très vite. Comme toujours, jusqu'à la draft, on sera là pour vous accompagner et puis pour vous donner un petit peu un éclairage sur les différents prospects. On vous embrasse, bye bye. Bisous, Stampédé.